Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Le Cercle Pierre d'Or reçoit aujourd'hui Nicolas Verdillon. Bonjour Nicolas. Bonjour Eric, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté. Vous êtes Managing Director, directeur du pôle d'investissement immobilier chez CBRE France. Quelles sont les priorités stratégiques de CBRE France sur cette fin d'année 2025 par rapport justement à ce que vous avez pu réaliser depuis le début de l'année? Alors, je ne sais pas si la durée de nos échanges sera suffisante. Ce que je pourrais, de manière en résumant très fortement, c'est de dire, bon, déjà, on essaye de terminer et de finaliser l'ensemble des opérations, l'ensemble des missions sur lesquelles nous travaillons depuis le début de l'année, parce que ça ne vous a pas échappé, on en reparlera certainement, que depuis la rentrée, il y a quelques soubresauts politiques, économiques et géopolitiques. Ça, c'est une chose. Mais ce qui est important de noter, c'est que nous bénéficions d'une organisation globale fabuleuse, mais que quelquefois, une organisation de cette taille demande d'être bien structurée, etc. Donc nous, sur les mois qui viennent, quand on voit l'environnement qui bouge beaucoup, très rapidement, qui est très volatile, une de nos priorités aussi, c'est de gagner de l'agilité. Tout de suite, notre regard, c'est comment être au plus près du marché, au plus près des clients, en étant agile malgré une organisation globale qui nous emmène un peu partout dans les localisations et sur les types d'intervenants internationaux ou domestiques, de manière très générale. De par justement votre expérience, votre expertise, c'est une situation inédite que l'on vit aujourd'hui. C'est vrai que il y avait un économiste, il y a de cela un peu plus d'un siècle, début du XXe, qui s'appelait Frank Knight, qui était américain, et il avait fait une étude sur la différence entre le risque et l'incertitude. Et aujourd'hui, on n'est plus vraiment il y a beaucoup de risques, mais on est surtout arrivé par l'incertitude. La différence entre les deux, c'est que le risque, c'est des statistiques, ce sont des probabilités. On met sur une échelle de 0 à 10, c'est un risque de 9 ou un risque de 2 et 3, etc. On n'arrive pas à prendre une décision. Là, l'incertitude, c'est rien du tout, c'est qu'une analyse personnelle. Et l'environnement actuel, effectivement, il faut être extrêmement humble quand on voit toute cette volatilité de quelque nature qu'elle soit pour arriver à se projeter. Et tout ça fait que de ces débuts à cette rentrée, par rapport aux perspectives, quelle est une de nos aussi occupations en ce moment, c'est essayer de lire au mieux le marché et les différents paramètres du marché de la géopolitique qui composent notre environnement anxiogène aujourd'hui. Et justement, c'était la question que j'allais vous poser. Quelle est aujourd'hui votre lecture de ce marché de l'investissement immobilier en France notamment, et quels secteurs résistent, lesquels souffrent davantage? Alors, je démarrerai, pour répondre à votre question, je démarrerai par déjà quels ont été les résultats juste avant l'été. Oui. J'allais dire qu'il y avait une certaine dynamique. On disait, tiens, Ça ça repart. reprend. On Alors, entendait on parlait dire ça. beaucoup du rebond. Le Mm. rebond, c'est une balle qui rebondit. Moi, je voudrais plutôt dire, ça reprend. Et c'est vrai que les volumes, quand on regarde les courbes, que ce soit au niveau européen ou au niveau français, ont repris. Mais les courbes, ça c'est rapidement, depuis l'été, fin du deuxième trimestre, on voit une stabilisation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand les volumes reprennent, quand on regarde comment ils sont structurés, on s'aperçoit d'une chose qui est assez facile à lire, c'est que, par exemple, en bureau, oui, les volumes ont largement augmenté de 30%, super, mais il y a 3 éléments à prendre en compte. Petit 1, c'est que c'est grâce également à des gros volumes unitaires pour certains qui sont revenus sur le marché, pour ne pas les nommer, Gecina sur Solstice, Norges sur Trinity et d'autres, etc., sur Rufus Premier avec l'URSSAF, etc. Donc tout ça, on est tout de suite sur des gros volumes. Mais quand on regarde le nombre de transactions est inférieur, toutes choses égales par ailleurs, par rapport à l'année dernière. Donc le nombre de transactions baisse, mais les volumes augmentent. Donc le point positif, c'est l'argent revient sur les grosses transactions, mais finalement la fluidité du marché, elle n'est pas si bonne que cela. Mais on sentait bien une certaine dynamique. Alors on peut suivre le même raisonnement sur le retail, avec ce qui s'est passé avec Ardian, Kering, etc. et d'autres. Un peu moins sur la logistique, où là le volume est assez, on va dire, le volume est assez stable, stabilisé. Cela étant, on voit bien que sur la logistique, il y a également, une certaine interrogation ou quelques soubresauts. Qu'est-ce que je dis par soubresauts? Ça veut dire qu'on voit bien que la pression locative est en train de freiner.
On voit bien que le taux de vacances en logistique augmente. On voit bien que les valeurs locatives commencent à se stabiliser, voire pour certaines, on commence à avoir des mesures d'accompagnement commercial qui sont très importantes. Donc effectivement, le marché est toujours a beaucoup d'appétence, mais Peut-être parce qu'il y a eu un engouement à un moment donné oui, aussi, que ça l'engouement est stabilise. toujours là, les Ouais, fondamentaux sont toujours bons, mais peut-être un peu moins solides. Donc un ralentissement, en tout cas, de cette phase ascendante. Donc, si je reviens sur mon propos liminaire où je disais comment ça s'est passé avant l'été, c'était pas mal, ça repartait. Boum. Et puis l'été, les mesures et les actions politiques que l'on connaît, où là, la conséquence, tout a été dit sur l'OAT, donc les bons du Trésor à 10 ans. Donc, la conséquence de cela, c'est bien évidemment le coût de l'argent pour l'immobilier et l'arbitrage de l'equity qui va sur l'immobilier par rapport à d'autres supports financiers, notamment les bons du Trésor. Et là, bien évidemment, si le coût de l'argent augmente, indirectement, on peut avoir un frein sur le coût du financement, même si la BCE a stabilisé. L'inflation est stabilisée maintenant. Et donc, fort de cela, toute l'interrogation, c'est dans quelle direction les investisseurs vont réagir dans leurs analyses de prix, et donc dans l'analyse de prix, dans la prime de risque qu'ils vont affecter, tant sur la volatilité, le côté anxiogène du marché, ou les incertitudes, ainsi que le différentiel avec l'OAT. Moi, je serais assez d'avis de dire que ça ne sera pas aussi mathématique que cela. Par contre, il y a une chose de sûre et certaine, c'est qu'on était sur une courbe descendante de l'OAT et des rendements immobiliers sur ce qu'on appelle le prime, le très sécurisé, là où on est en étant hyper sélectif. On voit bien que l'OAT finalement fait l'inverse de ce qui avait été plus ou moins prévu il y a 6 à 9 mois. On disait, allez, ça va stabiliser à 3%, voire après en dessous, allez, dans 3 ans, on sera à 2,5, 2,75. En fait, c'est l'inverse qui est en train de se passer. On est en train de se dire, pourvu que ça se stabilise à 3,5. Oui, mais si ça se stabilise à 3 à 75, 3,80 et qu'on prend 70 ou 80, voire 100 points de base de différence avec l'OAT, le 10 ans allemand, ça aura forcément des conséquences. Donc, la conséquence de tout cela, quand je disais on essaye de lire le futur, toujours, et je me répète avec énormément d'humilité, c'est que la conséquence, c'est quoi? Il peut y avoir une levée de stylo sur les volumes et on perd un peu de liquidité et de fluidité sur les volumes investis. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand vous achetez avec de l'argent dit création de valeur ajoutée, vous avez des matelas, des amortisseurs, puisque vous avez des rentabilités assez élevées attendues pour rémunérer votre risque, et puis le coût de l'argent avec lequel vous travaillez. Mais quand vous avez de l'argent dit pour faire des investissements sécurisés, corps, qui commençaient à revenir, gentiment mais sûrement. On voit bien d'ailleurs que les levées d'equity à travers le PI, donc le private equity dans le monde, au premier semestre, ont réaugmenté. On est à plus de 100 milliards. C'est plus 15% à peu près de mémoire. Ça, c'est bien, avec un arbitre. Donc, il y a un arbitrage supérieur. Mais, petit coup de frein, c'est cet argent corps. Quand vous achetez à 100, si votre coût de l'argent réaugmente et que votre valeur ne vaut plus que 80, vous allez dire, j'attends de voir. Ou alors, je me remets en plus une prime de risque de l'incertitude. Alors, je vais arrêter de faire tous ces parallèles. Mais forcément, on a un coup de frein pour voir comment on va réintégrer ces primes de risque. Si j'avais envie de provoquer un petit peu, je serais même tenté de dire, puisque les financiers ont moins confiance dans la dette française, je vais pas, on va dire, si la branche sur laquelle nous sommes assis, je serais tenté de dire, alors revenez sur l'immobilier, écrasez votre prime de risque. Si l'OAT monte à 4%, restez à 4% en immobilier et puis investissez sur l'immobilier. Ça serait trop facile. Facile. Mais c'est juste pour dire, de manière, en essayant de faire un peu d'humour, c'est de dire, bon, vous voyez, c'est quand même pas facile de se projeter, sans compter que, après, je me dis, tiens, finalement, quand on regarde la France, la dette anglaise, c'est pas mieux, même pire. Je crois qu'eux, leur bon du Trésor, leur obligation d'État à plus de 30 ans, elle est passée à au-dessus de 5,5%. J'avais jamais vu ça depuis 1995 ou 97. Bon. Donc quand on se regarde, on se fait peur, mais quand on se compare, on se rassure. Bon. Quand on regarde l'Allemagne, pas si mal parce qu'ils ont levé 500 milliards de dettes pour l'infrastructure développée. Mais cela étant, on se retrouve avec quand même un marché où l'énergie, c'est compliqué chez eux, les exportations de voitures, de machines-outils, etc., c'est compliqué. Donc, ils réinvestissent beaucoup mais c'est pas facile. L'Espagne, l'Italie, la Pologne, caracolent, ça y est, il y a un nouveau marché. Oui, bien sûr, c'est super, mais la profondeur de ces marchés, la taille, finalement, elle est assez limitée. Donc, finalement, la France, pas terrible, mais
c'est pas si mal. Et j'en veux pour preuve, pour être un peu plus positif quand même, c'est que, vous savez, la semaine dernière, Parce que là, on vous sent inquiet quand même, on sent de Pardon. l'inquiétude. On sent de l'inquiétude quand même dans ce que vous dites. Oui. Ouais, oui. En même temps, vous savez, il y a quelques jours, le groupe KKR, les fonds KKR, est venu fêter en France la 20e année de ses investissements en France. Et son président, Henri Kravis, avait dit, j'étais assez d'accord avec lui, il disait, voyez le verre à moitié plein. C'est quoi? Vous avez la technologie de l'énergie, vous avez la technologie de l'aérospatiale, vous avez un bon niveau d'éducation, la recherche fonctionne pas si mal chez vous, etc., etc. Donc, c'était plutôt la question comment mobiliser tout ça. Donc, juste pour dire, effectivement, on a un OAT qui n'est pas en forme. Il y a encore des gros risques, donc des risques sur le pricing immobilier, mais voyons quand même autour de nous, c'est quand même aussi assez chahuté. Voilà, donc on sent quand même que voilà, c'est très intéressant de vous écouter parce qu'on sent que vous avez une expertise sur le sujet quand même qui est intéressante. Ça ne vous empêche pas chez CBRE France d'avancer d'ailleurs et de recruter. Vous venez de recruter récemment d'ailleurs. Vous êtes en phase de recrutement. Oui, alors il y a plusieurs types de recrutement. La presse, vous en avez fait l'écho ces dernières semaines. Là où je m'arrêterai plus particulièrement, c'est avec l'arrivée de Romain Galerno qui rejoint donc CBRE France pour reprendre toute la partie retail, tant l'investissement que la partie location, leasing. Et je suis ravi de son arrivée. Pourquoi? Parce que c'est un garçon qui est à la fois à une expérience du développement, quand il était chez Altarea, du leasing, donc du rapport avec les enseignes, quand il a loué l'ensemble des développements qu'il a pu réaliser. Il a aussi une expérience dans une vie antérieure à Altarea, voire même chez Altarea, de l'investissement. Et là, il a passé quelques années dans le groupe Bertrand pour faire du développement d'enseignes sur la France et l'Europe. Donc, il a toute cette palette d'expérience, de dynamisme, qui fait que je suis ravi qu'ils nous rejoignent pour, on va dire, accélérer la croissance du retail chez CBRE France. Donc ça, c'est un bon point. Un autre bon point sur lequel je souhaiterais attirer l'attention de nos auditeurs, c'est sur la partie bureau. Là, on fait venir un garçon qui s'appelle Vincent Vernier, qui a son historique, je ne vais pas tout le retracer, mais il a travaillé chez Goldman, il a travaillé chez Lone Star, il a travaillé chez Bain Capital, donc il a une expérience d'investment fund, d'asset management et de financement. Donc lui, il vient pour donner un impulse sur, je dirais, une approche avec l'expérience de la levée de fonds et l'expérience du financement pour, on va dire, dynamiser toute notre activité de levée de dette, aussi de ce qu'on appelle le IB, l'investment banking chez nous, les fusions-acquisitions, et toute la levée d'equity, et ça, c'est dans l'ordre des choses. Je crois qu'il y a un recrutement aussi à terme sur notre future présidence où on est de plus en plus le brokerage, il faut le garder, mais également dans la valeur ajoutée que nous portons auprès de nos clients, cette chose un peu plus financière, ou en tout cas, si elle est aussi financière, il faut aussi un peu plus on va dire, de proximité avec l'expérience de l'asset management, de l'investment fund, etc., pour vraiment avoir les 360 degrés de la compréhension de ce que font nos clients. Pour terminer cet entretien, Nicolas, et pour finir sur des notes positives, est-ce que vous avez quelques exemples récents de conseils réussis, de transactions emblématiques menées par vos équipes en France? Oui, alors j'en traiterai une, parce que la presse en est fait l'écho et tout le monde a essayé de la commenter, c'est Espace Trocadéro, où effectivement je suis ravi, je suis très fier pour CBRE de l'ensemble de la manière dont nous avons travaillé, tant nos équipes internationales basées à Londres ou à Milan, que les équipes françaises pour mettre en place un process, on va dire, très collectif sur plusieurs pays pour aller, on va dire, chercher l'equity, l'argent un peu partout dans le monde. L'argent est venu à droite, à gauche, etc. pour, on va dire, magnifier cette opération qui est superbe. J'en suis désolé pour Union Invest qu'elle s'en sépare, mais j'en suis ravi pour Blackstone. Donc là, effectivement, oui, c'est une réussite qui a bien dynamisé les équipes. Maintenant, bon, il y en a d'autres à venir. On a d'autres sujets sur lesquels nous sommes en train de travailler. La seule interrogation que nous avons, c'est effectivement jusqu'où on va dire, la pression de l'argent sur le marché français va vraiment se réaliser ou pas. C'est quand même, par rapport à votre question initiale, ce qu'on essaye de lire en ce moment. Et je dis vraiment ça avec beaucoup on va dire, de retenue. Voilà, on reste prudent, mais les leviers de développement existent. Complètement. Ah ben complètement. On ne s'arrête surtout pas. C'est agilité et développement. Il y a encore d'autres recrutements en cours en ce moment sur lesquels nous communiquerons d'ici quelques semaines, quelques mois.
À suivre donc, on va suivre ça Avec plaisir. de très près, bien sûr, avec ImoWeek. Merci beaucoup, Nicolas Verdillon. Un plaisir de passer ce moment avec vous. Merci d'avoir suivi cette émission que vous pouvez retrouver ainsi que tous les épisodes du Cercle Pierre d'Or reçoit sur imoweek.fr. Encore merci, Nicolas. C'est moi. Merci.